Il a quitté l'Ouest inexploré pour se présenter sur la scène nationale. Abe l'Intègre, simple juriste de l'Ouest. Un homme franc, simple et direct. Voici le Lincoln que nous connaissons, mais ce n'est pas toute la vérité. Derrière le mythe se cache un politicien hors pair, un manipulateur adroit et un tacticien brillant qui plie les hommes à sa volonté. À leur insu, ils ne sont que des pions sur l'échiquier de Lincoln. Abraham Lincoln, un génie américain. Tous les écoliers américains connaissent son image. Ses origines dans l'Ouest sauvage, sa haute taille et sa réputation d'honnêteté sont légendaires. Mais c'est aussi un calculateur avisé qui sait manipuler les gens et se construire une image. Sans ses talents, il n'aurait jamais été élu président. Hiver 1860. Lincoln est un juriste éminent de la ville de Springfield, dans l'Illinois. Il n'exerce aucun mandat politique, mais a pourtant l'audace de viser le poste suprême, la Maison-Blanche. Il ne sera pas facile d'obtenir la nomination de son parti. Comparé à ses rivaux politiques, il fait figure de poids-plume. Or, Lincoln sait que tout est une question d'image. Employé dans un magasin en difficulté, il acquiert le surnom d'Abe l'Intègre, en payant ses créanciers sans chercher à frauder. Il exploite alors ingénieusement sa réputation en se présentant comme un homme simple et intègre. On compose même des chansons pour louer son honnêteté. Il y a un fond de vérité dans cette image, mais c'est loin d'être toute la vérité. Ceux qui connaissent Lincoln ne l'appellent pas Abe l'Intègre ou le vieux Abe. Il crée son image publique avec beaucoup de sagacité. Les gens connaissent Lincoln comme un juriste de petite ville. Mais dans sa jeunesse, il lui est arrivé de bâtir des palissades. Pour comprendre un tel homme, il nous faut revenir à ses racines à la ferme et considérer qu'Abe Lincoln est un homme simple et droit, un produit de la terre, un bâtisseur de palissades. Politiquement, cette image est bien plus favorable que celle de Lincoln, l'avocat des compagnies ferroviaires, ce qui est en réalité son métier. Pour bien illustrer cette image, ses supporters apportent des planches de palissades dans les réunions. Bien que Lincoln ne trouve pas cette image très glorieuse, il joue le jeu. Le Parti républicain imprime des milliers de tracts avec Lincoln taillant des palissades et les distribue dans tout le pays. Lincoln devient une célébrité. Il a une perception très moderne de l'art de se vendre, trait qui se développe et se complexifie au rythme de l'évolution de Lincoln lui-même. Ses dons de manipulateur apparaissent dès son plus jeune âge. Il commence à influencer les gens dans les territoires de l'Ouest. Puis, à 22 ans, il quitte la cabane familiale pour la ville de New Salem, dans l'Illinois. Là, il se confronte à des jeunes gens hostiles. Les gars de Clary Grove, qui sont de petits délinquants, des voyous, des fauteurs de troubles locaux. Les bravages de New Salem tentent de saisir l'occasion d'humilier le nouveau venu et défient Lincoln dans un combat de lutte. Selon des témoins, le chef de la bande ne joue pas franc jeu. Mais Lincoln ne baisse pas les bras. Sa détermination à continuer le combat fait forte impression auprès des gars de Clary Grove. Au lieu de provoquer l'hostilité chez ces jeunes hommes, il leur inspire une grande admiration. C'est là le premier signe de la capacité de persuasion que Lincoln possède sur autrui.
On raconte qu'il a perdu le combat. Mais il a appris une leçon capitale. Faire de son rival un allié, voilà la vraie victoire. Il contribue à son élection en votant pour lui et en faisant sa propagande dans les autres villages. Ce qui lui permet de remporter sa première élection. Comme politicien de terrain, puis comme avocat itinérant, Lincoln découvre avec quelle facilité ses paroles influencent le public. Il pose alors les bases de son avenir politique, tout en dissimulant son ambition sous une fausse modestie. Mes chers compatriotes, je suppose que vous m'aurez tous reconnu. Je suis Abe Lincoln, l'intègre. Si je suis élu, je serai reconnaissant. Et si je ne le suis pas, il en sera de même. Mais dans l'enceinte du tribunal, l'avocat simple et modeste est un adversaire redoutable. Dans une célèbre affaire de meurtre, il discrédite le témoin clé, en démontrant que le clair de lune ne permettait pas de voir la scène du crime. Un de ses associés dit un jour que quiconque sous-estimerait Lincoln mordrait bientôt la poussière. En 1837, Lincoln a 28 ans. Il arrive à Springfield, dans l'Illinois, et captive les électeurs autant que les jurés. Mais le jeune Lincoln ne se cantonne pas à l'art de la rhétorique raffinée qui fera sa renommée. Il sait fort à propos désarçonner ses adversaires sous la pluie de ses sarcasmes. Lincoln passe maître dans l'art d'influencer les autres, mais paradoxalement, un esprit échappe parfois à son contrôle, le sien. Maîtriser ses émotions n'est pas chose facile, car il livre un combat secret contre la dépression. Il est hanté par les fantômes du passé. La mort de sa mère empoisonnée par le lait de la vache familiale, son petit frère mort en bas âge, sa sœur morte en couche, et la mort d'Anne Rutledge, dont il était, dit-on, amoureux. Ces deuils le prédisposent à la dépression. Plus tard, quand il subit des revers politiques, ces deuils anciens et la peine qu'il en a éprouvée lui reviennent en mémoire. Si toute la famille des humains éprouvait ce que je ressens, il n'y aurait pas un seul visage souriant à la surface de la Terre. En 1841, son meilleur ami quitte Springfield. Ses fiançailles avec Mary Todd sont rompues et Lincoln sombre dans une profonde dépression. Un de ses amis craint qu'il ne se suicide et met tout objet tranchant hors de sa portée. Mais Lincoln le rassure en lui disant qu'il ne mettra pas fin à ses jours car il n'a encore rien accompli de mémorable. Lincoln soigne sa dépression à force de travail. C'est le moyen de ne pas penser à lui-même, mais au monde qui l'entoure. En 1858, Lincoln se présente aux élections sénatoriales de l'Illinois. Il est conscient que c'est visé très haut. Mais il n'est pas homme à se laisser impressionner et défie le sortant Stephen Douglas dans une série de débats. Avant de poursuivre, laissez-moi vous dire que je pense n'avoir aucun préjugé contre les gens du Sud. Je suis convaincu qu'ils sont ce que nous aurions été si nous étions nés sous les mêmes cieux. Lincoln a tendu un piège politique imparable. Il a contraint une personnalité bien plus célèbre que lui à le traiter d'égal à égal en acceptant le débat dans 7 villes différentes. Je vous quitte maintenant, dans l'espoir que la flamme de la liberté brille toujours plus fort dans vos cœurs. Merci. Son savoir-faire acquis dans les prétoires donne un avantage à Lincoln. Mais ses prestations ne sont pas sans faille et lors d'un débat, il montre une attitude plutôt déconcertante. J'accuse Monsieur Lincoln. Lorsque Douglas met en cause ses votes, Lincoln se met en colère. Il empoigne un collègue législateur par le cou et exige qu'il réfute les accusations. C'est un mensonge éhonté, je n'en tolérerai pas davantage. Il lui arrivait assez fréquemment d'avoir des accès de rage. Les amis de Lincoln sont témoins d'autres conduites étranges, des divagations et de nombreuses insomnies.
L'idée qu'Abraham Lincoln, un homme d'une infinie patience, soit également colérique et sujet à des comportements étranges, intrigue encore les historiens aujourd'hui. Cependant, des chercheurs ont peut-être trouvé une explication à ces crises. C'est un mensonge éhonté, je n'en tolérerai pas davantage. Pendant des années, Abraham Lincoln a soigné sa dépression avec un médicament répandu à la fin du 19e siècle, le calomel, plus connu sous le nom de pilule bleue. Pour comprendre l'effet des pilules bleues sur Abe l'intègre, des chercheurs de l'Université du Minnesota reproduisent la préparation du 19e siècle. Nous avons consulté les archives de pharmacologie pour retrouver précisément la formule des pilules bleues. Racines de réglisse pilée, sucre, eau de rose, miel, pétales de rose séchés et un ingrédient qui serait incongru de nos jours, le mercure. Le mercure est un neurotoxique dangereux qui empoisonne le cerveau et occasionne fréquemment un comportement erratique. Pour mesurer les quantités ingérées par Lincoln, les chercheurs mélangent les ingrédients. Puis ils façonnent les pilules à la main, tout comme les apothicaires du 19e siècle. Il faut être au fond du trou pour avaler une chose pareille. Les chercheurs évaluent les quantités prescrites et font une découverte étonnante. La posologie habituelle était de 2 à 3 prises par jour. Ça veut dire qu'Abraham Lincoln prenait environ 9000 fois la dose de mercure considérée comme acceptable. En prenant ces pilules, il est bien possible que Lincoln se soit involontairement empoisonné. Mais il prend lui-même conscience des effets indésirables. Soucieux de l'irritabilité qu'elle provoque, il finit par renoncer aux pilules qu'il a prises en toute confiance pendant des décennies. Malgré un possible handicap dû aux médicaments, il fait bonne figure dans les débats avec Stephen Douglas en 1858. Il ne remporte pas l'élection sénatoriale, mais gagne un inestimable lot de consolation, la notoriété. Pour Lincoln, le bénéfice est une réputation nationale. Il a défié le petit géant et l'a laissé presque désemparé. Lincoln comprend que le moment est venu de se bâtir une réputation nationale avec l'aide des nouvelles technologies qui multiplient sa notoriété naissante. Grâce à la sténographie, les journalistes recueillent l'intégralité de ses discours. Avec le télégraphe, ils envoient ensuite leurs reportages aux rédactions à des milliers de kilomètres de là. Et avec les presses à vapeur, les journaux connaissent une production de masse propre à satisfaire l'intérêt croissant des lecteurs. Les débats propulsent Lincoln sur la scène nationale. Du jour au lendemain, il devient une célébrité politique. Il accroît son avantage en publiant un compte-rendu des débats et un historique de sa campagne. Puis, à la convention présidentielle en 1860, il se tient en retrait et laisse son équipe manipuler les délégués. Ils utilisent de faux tickets pour remplir la salle de supporters et négocient des arrangements occultes qui lui assurent pratiquement la nomination. Il pouvait dire, après coup, « Je n'ai personnellement signé aucun de ces accords ». Ainsi, il ne se salissait pas les mains, mais c'était aussi un peu esquiver ses responsabilités. C'est une brillante démonstration de virtuosité politique. Lincoln, pratiquement inconnu 3 ans auparavant, est maintenant victorieux. Grâce à sa réputation d'intégrité et à l'adresse de son équipe de campagne, il remporte la nomination républicaine. Mais quand son équipe expose un portrait de lui à la convention, la réaction est inattendue. Apparemment, toutes les acclamations ont cessé brutalement, comme si on avait coupé le son dans une salle de cinéma. Les gens n'en revenaient pas. C'est ça le type qu'on vient de nommer? Alors, on a enlevé le portrait. Jamais un portrait n'avait eu un effet aussi catastrophique sur le public. Sur certaines photos, il ressemble plus à un dangereux illuminé qu'à un candidat à la présidence. Lui-même en est conscient.
Il faut imaginer l'impression que faisait cet homme quand on le voyait pour la première fois. Il avait un aspect dégingandé, maladroit, mal dégrossi, avec des traits très durs, comme quelqu'un qui débarque de sa campagne et qui ne promet rien de bon. Mais Lincoln a tôt fait de tirer parti de cette faiblesse. Bien qu'en 1860 la photographie soit encore balbutiante, il saisit vite les potentialités de ce nouveau support. Il s'adresse alors au studio du célèbre photographe Matthew Brady. Beaucoup des premières photos mettent en évidence ses imperfections, ses rides, ses grains de beauté, tous les défauts de son visage. Brady prend du recul pour faire ressortir la taille et la prestance de Lincoln. Au dernier moment, il demande à Lincoln de remonter son col. Là-dessus, Lincoln répond « Je suppose, Monsieur Brady, que vous voulez me raccourcir le cou. » Donc, Lincoln remonte son col, et c'est à cet instant que l'opérateur prend la photo. Le résultat est un portrait plein de vigueur. Il irradie la confiance et la dignité. C'est déjà le portrait d'un président. L'équipe de Lincoln imprime et distribue cette photo par milliers. Elle est affichée partout. C'est ainsi que le grand public a vraiment découvert Lincoln en 1860 sur des images vivantes qui masquaient ses imperfections, le désordre de sa coiffure et ses rides. Son image était retouchée à une époque où la retouche d'image était totalement inconnue. Ces photos jouent un rôle capital dans la campagne électorale. Dans les dernières semaines de la campagne, au lieu de prononcer des discours, il saisit toutes les occasions de poser pour des photographes et des sculpteurs. À l'inverse, son vieux rival Stephen Douglas fait une campagne de terrain. Erreur fatale. Au XIXe siècle, un candidat qui fait campagne lui-même s'avoue vaincu d'avance. Stephen Douglas a fait campagne et n'a recueilli que des moqueries. Lincoln a gagné la partie parce que son image avait fait campagne pour lui. Presque inconnu au départ, Lincoln atteint le poste suprême. Le 4 mars 1861, le bâtisseur de palissades prête serment comme président des États-Unis. Mais il continue à parfaire son image. Ce n'est pas un hasard si Lincoln pose pour plus de 130 photos. Bien plus que la plupart des personnalités de l'époque. Après l'élection, il pose la touche finale. Une barbe pour cacher ses traits grossiers. Mais fabriquer sa propre image est une arme à double tranchant. La presse peut facilement attaquer sa réputation. Et pendant son voyage inaugural, de Springfield au Capitole, les journalistes ne l'épargnent pas. À l'approche de Washington, des rumeurs concernant un attentat contre lui s'accumulent. Quand il arrive à Philadelphie, ces rumeurs de complot sont à leur comble. Le célèbre détective, Alan Pinkerton, le conjure de faire profil bas. Mais Lincoln ne veut pas paraître timoré. Cependant, le danger est bien réel. Pour rejoindre le Capitole, Lincoln doit changer de train à Baltimore, une citadelle sudiste. L'endroit idéal pour une embuscade. Lors de ce changement, Lincoln pouvait être victime d'une émeute, d'un mouvement de foule ou encore d'un assassin. Lincoln apprend qu'on projette de le tuer lors de son changement de train. Il répugne à changer ses projets, mais ses conseillers sont catégoriques. Finalement, Lincoln se laisse persuader de prendre un train de nuit pour profiter de l'obscurité et sous un faux nom. Lincoln opte pour la clandestinité. Cela implique la dissimulation et des agents secrets. Le pari est risqué. Dans le train de son voyage inaugural, Lincoln fait le point sur les rumeurs d'attentats lors du changement de train à Baltimore.
La ville est peu sûre, et les partisans de Lincoln ne sont pas légion à Baltimore. En Pennsylvanie, Lincoln modifie les plans de son voyage inaugural. Il va prendre plusieurs trains de nuit, incognito. En route pour Philadelphie. À l'approche de Baltimore, accompagné de son garde du corps, il se concerte avec le détective Alan Pinkerton. Il remplace son célèbre chapeau haut de forme par un chapeau mou et un foulard. On lui propose même une arme, qu'il refuse. Accompagné de Pinkerton, il s'installe dans un wagon à l'arrêt et attend. Juste avant le départ, les hommes sont rejoints par une femme qui se fait passer pour la sœur de Lincoln. En réalité, c'est un agent de Pinkerton chargé d'inspecter le wagon. Finalement, on remet au contrôleur un colis urgent à transporter à Washington. Le contrôleur serait surpris d'apprendre que le prétendu colis n'est autre que le président élu. Lincoln arrive sain et sauf à Washington. Mais c'est politiquement qu'il est atteint. Les journaux fondent sur lui comme des vautours. Lincoln est tourné en ridicule. Lincoln aurait-il peur de son ombre? Quel froussard! Les dégâts en termes d'image sont pires que prévu. Des caricatures tournent en ridicule son comportement et son déguisement. Certaines le représentent même déguisé en femme. C'est à ce moment-là que Lincoln prend la résolution de ne plus jamais sombrer dans le ridicule par crainte d'un attentat. L'assentiment du peuple est la seule chose qui compte. Avec lui, rien ne peut échouer. Sans lui, rien ne peut réussir. Malgré les attaques des journaux, Lincoln comprend qu'il a besoin de la presse. En fait, il fait tout pour se la concilier. Lincoln aimait beaucoup les journaux. De plus, il mesurait bien leur influence sur l'opinion publique. Et il les manipulait avec autant de brio qu'il manipulait les membres du Congrès. Lincoln s'attire les bonnes grâces des journalistes et des rédacteurs en chef. Il fréquente les rédactions. À l'occasion, il rédige même des éditoriaux sous un pseudonyme. Après un discours à Springfield, non seulement il en donne une copie à un journaliste, mais il l'accompagne au journal pour corriger les épreuves. Quand il devient président, Lincoln a une idée de génie. Jusqu'alors, chaque nouveau gouvernement choisissait un journal ami comme porte-parole. Lincoln rompt avec cette tradition et institue un service de presse à la Maison-Blanche. Il entretient la rivalité entre les différents journaux en distillant des confidences et des révélations. Pendant la guerre de sécession, il prend des mesures draconiennes pour contrôler la presse. Quand des journaux du Nord publient des commentaires défavorables sur la guerre, il fait arrêter les journalistes. Lincoln sait bien que c'est illégal, mais pour lui, la fin justifie les moyens. Faut-il fusiller le pauvre bougre qui déserte et ne pas toucher un cheveu du propagandiste séditieux qui l'incite à déserter? Mais Lincoln recourt rarement à de telles extrémités. Le plus souvent, il agit avec doigté. Il n'a pas son pareil pour influencer subtilement les autres politiciens, ce qui s'avère bien utile. Car plus d'un chef de parti le sous-estime. On craint qu'il ne soit rien d'autre qu'un paysan inculte du Far West. C'est ce qui a fait le succès de Lincoln en novembre. Mais ça a également nourri les incertitudes, les doutes, voire l'hostilité de certains de ses alliés républicains. Plusieurs d'entre eux lui ont disputé la nomination et restent dépités de leur défaite. Loin d'ignorer ses rivaux, Lincoln les désarme par des manœuvres à droite. Il les nomme à des postes ministériels. Une des motivations de Lincoln était qu'il savait que pour rassembler le parti, il fallait que toutes les tendances soient représentées. Les radicaux, les conservateurs, les modérés. Ça montre chez Lincoln une belle assurance, car il savait que ces gens se considéraient infiniment supérieurs à lui et bien mieux placés pour devenir président.
Deux des ministres nommés par Lincoln sont particulièrement difficiles. Le secrétaire au Trésor, Salmon Chase, et le secrétaire d'État, William Seward. Seward a une piètre opinion de Lincoln, et il ne s'en cache pas. Je suis extrêmement déçu. Déçu? Vous êtes déçu? Seward explose et déclare « Moi qui ai fondé le Parti républicain et qui en fut la tête pensante pendant des années, j'ai été supplanté par un avocat mal dégrossi débarqué de l'Illinois. » Déçu. Mais s'il ne supporte pas Lincoln, Seward méprise encore davantage Salmon Chase. Quand il apprend que son principal rival a lui aussi été appelé au ministère, il est tellement choqué qu'il présente sa démission. Mais Lincoln ne la refuse. Monsieur Seward, vous êtes plein de talent et de capacité. Au contraire, il fait de Seward l'un de ses plus proches alliés. Je vous demande d'accepter ce poste car j'ai besoin de vos talents. Lincoln le remet à sa place aimablement, mais aussi très fermement. En conséquence, Seward devient un collaborateur et un ami très proche de Lincoln. Sous l'influence subtile de Lincoln, le cabinet garde le cap. Mais ses dons de manipulateurs sont alors confrontés à une épreuve redoutable, la guerre de sécession. À l'hiver 1860, le pays est sur un baril de poudre. La guerre menace. Nombreux sont ceux qui croient Lincoln incapable de faire face à ce péril. Encore une fois, ses adversaires le sous-estiment. Dès son discours inaugural, Lincoln met tous les atouts dans son jeu. L'important est de préparer le terrain pour que la déclaration de guerre imminente soit une décision des sudistes et non des nordistes. Mes chers compatriotes mécontents, c'est entre vos mains et non les miennes que repose la terrible question de la guerre civile. Lincoln sait que celui qui tirera le premier coup de feu fera figure d'agresseur et perdra le soutien populaire. La tension est à son comble après la sécession de la Caroline du Sud. En réaction, l'armée fédérale se retranche à Fort Sumter, une île fortifiée à quelques distances de la côte. C'est ressenti comme une provocation par les chefs confédérés qui revendiquent la possession de ce fort. Lincoln savait que Fort Sumter serait un enjeu considérable. Il a toujours affirmé que Fort Sumter était territoire fédéral, ce que la Caroline du Sud a ressenti comme un outrage. La milice de Caroline met le siège devant le fort. Des dizaines de soldats fédéraux sont pris au piège. Les ministres de Lincoln étudient la situation et lui proposent deux options. Il peut envoyer des troupes pour défendre le fort. Mais toute démonstration de force pousserait les États frontaliers, le Delaware, le Maryland, le Kentucky et le Missouri, dans les bras de la Confédération sudiste. Et la défense de Fort Sumter nécessiterait de nombreux renforts pour garder la ligne côtière. Combien d'hommes faudrait-il? D'après le général Winfield Scott, entre 20 et 30 000. Mais où les trouver? En 1861, il n'y a pas plus de 16 000 soldats dans toute l'armée des États-Unis. Mais l'autre option n'est guère plus prometteuse. Elle ressemble à un aveu de faiblesse. Lincoln peut reconnaître l'état de fait, rendre Fort Sumter aux sudistes et évacuer ses troupes. Ce serait un coup fatal porté à son gouvernement. Ce serait céder au premier défi lancé par les sudistes à son autorité de président. Lincoln imagine alors une troisième solution. Il décide d'envoyer non pas des soldats et des armes, mais du ravitaillement en nourriture et en matériel, estimant que face à un siège prolongé, le mouvement sudiste s'essoufflera. C'est maintenant aux sudistes qu'incombe un choix difficile. Si vous décidez d'intervenir, il faut le faire sans tarder. Avant l'arrivée du navire de ravitaillement, il va falloir faire donner l'artillerie pour obtenir la capitulation de Fort Sumter. Tout comme il l'avait prévu, la Caroline du Sud ouvre le feu sur Fort Sumter. Le fort tombe aux mains des sudistes. Lincoln a perdu une place forte, mais il maintient la neutralité des États frontaliers et obtient une chose encore plus précieuse, le soutien du Nord.
Quand Lincoln lance un appel pour recruter 75 000 volontaires, il est submergé. Ce sont bien plus de 75 000 hommes qui se présentent. En présentant la guerre comme une agression sudiste, il remporte une écrasante victoire morale. Si le sang doit être versé, ce sera contre la volonté de ce gouvernement, et seulement pour assurer sa défense. Mais déclencher une action militaire est plus difficile que prévu. L'autorité de Lincoln est contestée par ses commandants en chef, en particulier le général George McClellan. À l'ouverture des hostilités, Lincoln nomme McClellan général en chef. Au début, leurs relations sont bonnes, mais se dégradent très vite. McClellan se voit confier une armée nordiste vaincue et démoralisée. Il restaure son moral, organise l'équipement, l'entraînement, le ravitaillement, mais à l'heure du combat, il se révèle faible de caractère. McClellan manque d'esprit combatif et Lincoln s'impatiente. Pendant des mois, il s'efforce de pousser le général à l'action offensive. Même après la difficile victoire d'Antietam, McClellan refuse de poursuivre l'armée de Lee. Il va même jusqu'à imputer le retard à l'épuisement de sa cavalerie. Lincoln lui répond par télégraphe. Qu'ont donc fait vos chevaux de si fatigants récemment? Loin d'obéir aux injonctions de Lincoln, McClellan snobe plusieurs fois le président. Lincoln se déplaçait pour le voir et McClellan restait au lit, occupé, disait-il, à prendre son petit déjeuner. À maintes reprises, McClellan traite Lincoln avec un mépris incroyable. Peu d'hommes politiques supporteraient une telle effronterie. Mais pour Lincoln, la raison l'emporte sur l'émotion. Il prend sur lui et fait abstraction de son amour-propre. Le temps n'est pas aux questions de protocole et de préséance. Tout ce que je demande au général McClellan, c'est une victoire. Et s'il me faut pour cela tenir la bride de son cheval, je suis prêt à le faire. Lincoln ne se laissait pas démonter, et c'est ainsi qu'il a pu maintenir l'unité du Nord et du Parti républicain. C'est cette unité qui fut la clé du succès nordiste. Lincoln excelle à tirer les ficelles depuis les coulisses. Mais pour préserver l'Union, il se retrouve contraint de s'exposer publiquement. En 1862, il veut prendre les choses en main et prend une décision qui est un véritable choc pour ses conseillers. Le président prend personnellement le commandement opérationnel de l'armée. Printemps 1862. La situation militaire n'est pas bonne pour le président Lincoln. Ce qui devait être une brève campagne s'éternise depuis plus d'un an. Et les mauvaises nouvelles s'accumulent. Parti de Norfolk, le cuirassé Merrimac dévaste la flotte nordiste. N'ayant d'autre choix, Lincoln prend une décision sans précédent. Il commandera lui-même les troupes sur le terrain. Il fait un jour la remarque que si McClellan ne se sert pas de l'armée, il la lui empruntera volontiers. Personne ne prend sa remarque au sérieux, mais quand il inspecte le front, le ton est donné. Lincoln est disposé à s'occuper des moindres détails s'il le faut. Je pense qu'une attaque de flanc est de loin notre meilleure option. Il était là des tergiversations de McClellan. Il était là des lenteurs de l'avance nordiste. Il a alors décidé de prendre la casquette de général, ou en l'occurrence d'amiral. Lincoln réquisitionne un navire pour reconnaître des points de débarquement en vue d'un assaut amphibie. Il vise une cible de choix, les chantiers navals de Norfolk. Il choisit un site de débarquement, exhorte ses généraux à l'action et lance l'attaque. McClellan a surestimé les forces ennemies. Inférieurs en nombre, les sudistes battent en retraite et Lincoln remporte une grande victoire. Suite à cette brillante campagne, Norfolk tombe et le Merrimac est sabordé. Les soldats et les marins engagés dans cette action déclarent alors que si Lincoln n'était pas venu galvaniser tout le monde, ça n'aurait pas été possible. À sa renommée de génie politique, Lincoln vient d'ajouter celle de stratège militaire. Mais son état-major s'inquiète de son manque d'expérience. Ses adversaires sudistes sont d'excellents tacticiens. Jefferson Davis, le président de la Confédération, a une expérience impressionnante.
Jefferson Davis a été élève de West Point. Il s'est distingué dans la guerre contre le Mexique. Il a été un éminent ministre de la guerre. Lincoln n'a ni ses références, ni cette expérience. Très tôt, Lincoln prend conscience de ses lacunes. Alors, tout comme il a appris le droit, il se tourne vers les livres pour étudier la stratégie. Il commande des livres à la bibliothèque du Congrès, il étudie, et bientôt il en sait autant sur la stratégie qu'un élève de West Point. Lincoln a bien travaillé. Il a maintenant hâte de mettre ses connaissances en pratique. Il écrit aux généraux pour exposer ses idées. Le Nord possède la supériorité numérique sur terre comme sur mer. Mais le Sud a des lignes de communication, des routes et des voies de chemin de fer pour transporter ses troupes et déborder les soldats de l'Union. Lincoln prend la mesure des forces en présence et indique une ligne de conduite. Nous sommes voués à l'échec si nous ne tirons pas parti de nos avantages. Et pour cela, nous devons menacer l'ennemi simultanément en plusieurs points. En attaquant simultanément par l'Est et par l'Ouest, Lincoln neutralise la mobilité des sudistes. Cependant, Lincoln peine à convaincre ses généraux du bien fondé de sa stratégie. Il trouve finalement des généraux prêts à le suivre. Et quand Grant, Sherman, Sheridan et Thomas passent à l'attaque sur tous les fronts, Lincoln déclare « Mes généraux se décident enfin à faire ce que je leur conseille depuis 2 ans et demi. » En 1864, des flots de sang ont coulé dans les deux camps. À la fin de la guerre, près de 620 000 hommes sont morts. Après des années de lutte, Lincoln a la lourde tâche d'avoir à justifier ce terrible sacrifice et ce bain de sang. D'un côté, il y a les abolitionnistes qui affirment que la guerre était normalement justifiée. Mais Lincoln craint que l'affranchissement des esclaves ne soit un danger pour l'armée. Ses généraux le lui déconseillent. Le général McClellan est catégorique. Les Blancs ne combattront jamais pour libérer des Noirs. Si le but de la guerre devient la question de l'esclavage, l'armée du Nord se débandera du jour au lendemain. Lincoln est face à un dilemme. Il a besoin de l'appoint des soldats noirs, mais risque de perdre les Blancs en libérant les esclaves. Alors il prend soin de ne pas révéler ses intentions. Publiquement, il nie toute intention d'aller vers l'émancipation. Mais en secret, il élabore le projet d'une proclamation d'émancipation. Lincoln attend une victoire du Nord pour s'engager davantage. Et quand finalement il fait cette proclamation, il met en avant les avantages pratiques. La proclamation n'affranchit que les esclaves des États du Sud. Cela diminue les forces des Confédérés et ajoute 200 000 recrues noirs aux armées du Nord. Parallèlement, Lincoln entreprend de justifier les pertes en vie humaine. Il persuade le public qu'il y avait une autre raison pour cette guerre, que l'union signifiait la liberté et que la liberté sauverait l'union. Les deux étaient liés. L'égalité est un droit universel. Dans ce grand combat, c'est notre forme de gouvernement, mais aussi toutes les formes de droits humains qui sont menacées si notre ennemi l'emporte. Lincoln a changé les enjeux de la guerre. Il ne s'agit plus du droit des États, cela devient un combat pour les droits de l'homme. Habilement, Lincoln donne une nouvelle justification à la guerre. À mesure que les combats s'intensifient, il dirige lui-même les opérations comme commandant en chef. Mais parfois, son inexpérience se manifeste. Et quand les combats gagnent les confins de Washington, il commet une erreur de taille. « 11 juillet 1864.
Un détachement sudiste s'infiltre aux abords de Washington. À Fort Stevens, il attaque les forces nordistes. Le général Grant est engagé plus au sud. Lincoln décide alors de diriger lui-même la riposte. Plein d'assurance, il s'avance vers la ligne de front. Lincoln veut être présent. Et c'est ce qu'il fait. Il s'avance, debout sur le parapet, observe l'avancée des sudistes et la résistance des nordistes. Lincoln est absorbé par l'observation du combat, insouciant du danger. Debout sur le parapet, il peut être la cible des tireurs sudistes. À cette époque, Abraham Lincoln était connu de tous. Avec sa haute taille, c'était une cible parfaite. Les pertes s'accumulent, mais Lincoln garde sa position. Un officier d'état-major du 6e corps crie à Lincoln « Descendez, vous allez bêtement vous faire tuer ». Lincoln se met à l'abri et, par miracle, s'en sort indemne. Sa clairvoyance est mise en doute par beaucoup, mais personne ne doute plus de sa bravoure. Le lendemain, il revient exhorter ses hommes. Messieurs, je vous exprime toute ma gratitude. Il y avait beaucoup de courage physique dans sa volonté de s'exposer ainsi, mais aussi une part de curiosité, et il était plein de sollicitude envers les soldats. Son engagement auprès des troupes s'avère payant, politiquement. En 1864, le pays est las de la guerre et les chances de réélection de Lincoln semblent minces. Il s'oppose à George McClellan, l'ancien général de l'armée. Lincoln s'attire les suffrages d'une écrasante majorité de soldats, ce qui est une surprise. Les soldats apprécient sa sollicitude, son empathie, sa proximité. Quand quelque chose ne va pas, ils disent « Quand le père Abraham l'apprendra, ça s'arrangera ». Lincoln est fidèle à cette image paternelle. Il s'identifie aux soldats dont il partage les origines modestes. Et il n'en ressent que plus douloureusement les morts. En retour, les soldats comprennent que Lincoln partage leurs souffrances. Il semble même en être atteint physiquement. En l'espace de quelques mois, il s'est visiblement amaigri. À le voir, on devinait qu'il était atteint dans sa chair par le carnage et les souffrances de la guerre. Son aspect devenait cadavérique. Quelle que soit l'issue, j'ai le sentiment que je ne survivrai pas longtemps. Les printemps me sont comptés. Lincoln sent qu'il lui reste peu de temps et dans ces derniers mois, il met en œuvre toute sa puissance de persuasion. Il sait que la proclamation d'émancipation peut être abrogée. Alors, il proscrit définitivement l'esclavage par un amendement constitutionnel. D'une manière ou d'une autre, les adversaires du 13e amendement décident maintenant de s'abstenir ou de voter pour. Et celui qui tire les ficelles dans les coulisses est encore Abraham Lincoln, le paysan de génie. Mais les jours de Lincoln sont comptés. Le 14 avril 1865, il tombe sous les balles d'un assassin. Après sa mort, l'image qu'il s'est construite lui survit et s'agrandit. Lincoln, travaillant de ses mains, incarne notre idéal. Une démocratie de pionniers, vigoureuse, carrée, un peu bourrue. C'est une image très parlante qui le rapproche de nous. Mais le vrai Lincoln demeure une énigme. Car il était bien plus malin, rusé, plus manipulateur que son mythe ne le dépeint. À l'insu de tous, il a plié les hommes à sa volonté par des manœuvres insoupçonnées. Il opérait si adroitement que c'est seulement aujourd'hui que ses méthodes sont mises au jour. Car l'habileté suprême de Lincoln était de dissimuler ses talents et de se cacher sous les dehors d'un homme quelconque, d'un simple provincial. Lincoln savait tirer parti de sa propre intelligence et de l'impression qu'il faisait sur ses interlocuteurs. Il savait qu'on le sous-estimait et il en tirait avantage.